m'appelle Ahmed Anaïs Aminata et je suis psychologue clinicienne. J'ai fait des études du coup de psychologie avec une spécialité trans interculturelle. Donc, c'est une branche de la psychologie qui s'intéresse à la culture. Donc, on essaye de faire une interprétation de la maladie en prenant en compte les représentations culturelles des usagers. Et puis un master de psychologie avec un stage sanctionné d'un diplôme de psychologie et d'un titre de psychologue clinicien. En fait, moi, j'ai fait un bac scientifique donc dans le lycée Honoré de Balzac à Paris et je pense que j'ai fait un bac scientifique parce que justement, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et lorsque je me suis inscrite à la fac, je me suis inscrite en première année de médecine et en première année de psychologie. Donc, j'ai fait un double cursus en première année. Et à l'issue de la première année, j'ai donc choisi de poursuivre mes études en psychologie. Et c'est drôle parce que quand j'étais en première, j'avais vu le psychologue d'orientation qu'on avait dans notre lycée et il m'avait dit que j'étais faite pour devenir psychologue et je n'y avais jamais cru. Donc, voilà, je suis devenue psychologue de cette façon. Pour ma spécialité, j'ai toujours voulu faire de la clinique parce que je voulais être au plus près des patients et des usagers. Ce qui m'intéressait, c'était le soin. C'est pour ça que j'ai choisi de devenir clinicienne. Et puis, quand j'ai eu la chance d'être dans une fac qui proposait une option interculturelle, là, je pense que ça m'a reconfortée dans mon choix. Et puis, pour les Comores, j'avais jamais cru y retourner, mais j'y pensais beaucoup. Donc, j'y suis retournée après mes études. J'avais commencé à travailler déjà en France. Et pour des raisons personnelles et familiales, je me suis réinstallée aux Comores, mais j'ai aussi vu dans mon installation des opportunités professionnelles. Bien sûr, on m'avait dit qu'aux Comores, je pouvais pas exercer en tant que psychologue parce que c'était une discipline qui restait encore assez marginale et inconnue. Mais j'ai pu quand même relever ce défi. Donc, c'était très intéressant. C'était une expérience assez enrichissante. Je suis retournée aux Comores précisément en juin 2014. Donc, au départ, j'ai fait énormément de bénévolat pour faire connaître la profession de psychologue. Et j'y suis restée en Ngazidia, l'île de Ngazidia, jusqu'en août 2018. Et puis actuellement, je suis sur l'île de Mayotte. Lorsque je suis arrivée aux Comores, il y avait très peu de psychologues. J'ai rencontré, je pense, 3 ou 4 psychologues qui ont eu une formation, je pense, au Soudan. Et dernièrement, j'en ai rencontré un qui a fait ses études en Guinée-Conakry. Et ce qui était dommage, c'était que c'était très difficile pour mes confrères de pratiquer la psychologie clinique, vu la conjoncture, hein, bien sûr. Donc, elles étaient plutôt dans l'enseignement déjà et l'offre d'emploi. Donc, moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas du tout d'offre. Apparemment, il y aurait eu un poste au ministère de la Santé qui n'avait jamais été pourvu, mais que j'ai jamais eu d'ailleurs. Mais il y a le besoin et je pense qu'il faut que
ça rentre dans les mentalités. Donc, il a fallu faire un travail en amont et c'est un travail qu'il faut continuer à faire. Donc, moi, stratégiquement, j'ai commencé à travailler bénévolement avec diverses associations, voire des institutions comme le ministère de la Santé. Et c'est comme ça que j'ai pu faire connaître mon métier et l'utilité et montrer que ce métier venait répondre à un besoin réel aux Comores. Parce que apparemment il y aurait eu une psychologue qui a initié ce travail-là, qui s'appelait Janine Lanao, qui est décédée malheureusement. Donc certaines personnes l'ont côtoyée et elle a fait, je pense, un travail intéressant en amont. Donc malheureusement personne n'avait repris la suite. Mais je pense que les mentalités évoluent énormément et en 4 ans, j'ai été étonnée que je puisse à la fin ouvrir un cabinet et avoir énormément de demandes spontanément, des demandes venant de personnes, mais aussi d'institutions. C'est sûr que la conjoncture fait qu'il faut s'accrocher, et il faut pouvoir vivre d'autres choses pour pouvoir faire du bénévolat ou se faire connaître. Donc, je comprends la difficulté que mes collègues ont rencontrée. Tout à fait. Je pense que le fait d'avoir fait des études en ethnopsychologie et d'avoir eu la chance de faire 2 ans de stage dans une institution qui pratiquait l'ethnopsychologie, parce que c'est une pratique assez spécifique. Donc, je pense que cela m'a beaucoup aidé à pouvoir exercer aux Comores et à comprendre certaines choses. Parce que la psychologie occidentale, entre guillemets, peut venir en contradiction avec des aspects culturels et religieux. Donc, et l'ethnopsychologie vient au contraire dire que ça aide, mais il faut que le professionnel puisse être à même de comprendre les représentations de la personne qui est en face, ou de comprendre que l'expression de la maladie peut être différente selon la culture de la personne qu'on soigne. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et finalement, la psychologie peut venir en complément des pratiques traditionnelles. Donc, la psychologie n'exclut pas les pratiques religieuses ou traditionnelles, au contraire. Donc, et ça a beaucoup rassuré les personnes que j'ai rencontrées aux Comores qui venaient me voir, parce que quand on vient me voir, par exemple, et me dit, moi, je suis allée voir un Fundi, moi, je vois actuellement un marabout, un Mgangui en ce moment pour résoudre mes problèmes ou les problèmes d'un de proche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller et qu'il n'y a que la psychologie qui peut résoudre ces choses-là, mais au contraire, la personne, je rassure la personne en lui disant que bien sûr, elle peut continuer à faire ces pratiques-là, à se traiter, mais c'est important aussi de venir consulter. Donc en général, ce sont des pratiques qui se complètent plutôt et assez bien. Et je trouve que lorsque on pratique la psychologie dans une société comme la société comorienne, de cette façon, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux parce que on peut pas venir pratiquer la psychologie freudienne, la psychanalyse freudienne pure et dure aux Comores. Je pense que ça ne répond pas à certaines demandes et à certains besoins. Il n'y a pas d'autres alternatives, hein.
Et puis, même s'il y a d'autres alternatives, les personnes ne connaissent pas et surtout ne connaissent pas. Parce que si je viens dans un village me présenter comme étant psychologue, on me dira on connaît pas et ça fait pas partie de notre culture. C'est pour les occidentaux et on comprend parce que c'est une nouveauté. On ne vient pas dans un pays imposer une façon de voir, une représentation. Donc c'est pour ça aussi que ça marche pas. Pour que ça marche, une thérapie, il faut une alliance thérapeutique, donc entre le professionnel et la personne qu'on soigne. Donc il faut que la personne y croie. Si la personne n'y croit pas, il y a très peu d'effets. On ne va pas pouvoir soigner la personne. Donc il faut que la personne adhère à notre démarche thérapeutique. Donc en général, une démarche thérapeutique, ça se construit avec la personne qu'on prend en charge. L'expérience aux Comores, je pense que ça restera l'une de mes plus belles expériences, hein, même si je suis un peu jeune, pas trop, pour dire ça. Mais c'est une expérience qui m'a énormément apporté, tant personnellement, humainement que professionnellement. D'abord, ça m'a apporté humainement et personnellement parce que j'ai quitté les Comores étant jeune. Donc, j'avais une représentation des Comores un peu faussée. J'avais encore mon regard d'enfant donc sur les Comores. Et j'avais eu une enfance extrêmement agréable et heureuse. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté parce que je me suis installée dans mon village, donc avec mon petit garçon, donc qui a eu la chance de vivre entre guillemets une enfance comorienne. Donc, et puis professionnellement, au début, c'était très très difficile. Je n'avais jamais imaginé que être une jeune fille aux Comores et chercher un emploi pourrait être aussi violent. Je m'étais jamais représenté la société comorienne, mon pays comme ça, de cette façon. Hein. J'étais partie avec une vision, je suis une fille, je suis comorienne, donc je suis une princesse, comme beaucoup d'entre nous. Donc j'ai découvert le milieu du travail de façon très violente. Hein. Je pense que aussi ça vient aussi du fait que je suis restée en Europe pendant un certain temps. Et du coup, il a fallu m'adapter. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je parlais la langue et j'ai beaucoup amélioré mon expression aussi. Donc, c'était très enrichissant au niveau du village, mais aussi très violent. Du coup, je comprends ceux qui partent après. Mais il faut s'accrocher parce que professionnellement, il y a énormément d'opportunités. Et ça, je ne savais pas. Il y a énormément d'opportunités et il y a plus d'opportunités pour une personne qui exerce un métier comme le mien que de rester en France. Donc, il y a énormément d'opportunités, mais il y a énormément d'obstacles. Donc, il faut se battre et je pense que ça nous forge aussi un caractère. Ça m'a apporté personnellement parce que je suis plus peut-être tolérante, ouverte. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Donc, et je pense aujourd'hui que je serais capable de travailler dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel pays. Et c'était très enrichissant professionnellement, personnellement et humainement. J'ai fait de très belles rencontres, surtout au niveau professionnel. Donc, c'est une expérience vraiment enrichissante. Bah oui, la profession de psychologue est très rare aux Comores. Hein. Je pense que c'est dû à
notre mentalité, parce que moi, je me souviens que quand j'ai annoncé à ma tante que j'allais faire des études de psychologie, elle m'a dit, mais c'est pourquoi faire? Au Comores, quand on a un problème psychologique, on en parle à l'entourage. Donc, je ne vois pas l'utilité de ce métier. Donc oui, ça décourage un peu parce que je pense que quand on s'engage dans une telle profession, c'est parce que si on est touché par certaines choses et qu'on s'intéresse déjà à la psychologie et peut-être qu'on a vu des psychologues exercer leur métier et qu'on a été touché. Donc et puis si l'entourage nous décourage, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que cette profession est rare, mais je pense qu'il y a du travail à faire et il faut en faire la promotion parce qu'on en a besoin. Euh, Actuellement, les choses changent, hein, parce que je me souviens quand j'étais à Ngasidia, on m'avait invité pour une journée d'orientation dans une école privée justement pour parler de mon métier à des élèves de troisième. Donc, je pense que de plus en plus, on sent le besoin et qu'il y a des élèves qui s'y intéressent, justement. Donc, il faut un peu faire la promotion et, euh, et sortir un peu de notre schéma parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, la société comorienne a énormément évolué. Donc, le côté psy que jouait la société n'est plus aussi ne répond pas suffisamment, je pense, à la demande, parce que je vois très mal un jeune de mon âge euh, aller demander des conseils. Enfin, je pense qu'il y a un problème de fracture entre les générations et que avant, nos aînés jouaient ce rôle de psy, de conseiller, de soins, et ça s'est perdu. Je l'ai constaté, par exemple, parce que moi j'étais dans un village de 400 personnes, hein, donc mon petit village. Et avant, lorsqu'il y avait une personne qui avait une maladie mentale, tout le monde en prenait soin. Et j'ai été choquée de voir que maintenant, il suffit qu'une personne ait une petite fragilité psychologique. Certaines personnes s'en servent publiquement. Je l'ai vu à plusieurs reprises pour lui faire du mal, donc pour aggraver cette maladie. Et c'est le contraire de ce qui était pratiqué il y a quelques années. Donc je pense que le psychologue a un grand rôle à jouer aujourd'hui. Oui, ben, je pense qu'aujourd'hui, toutes les sociétés ont subi les effets de la mondialisation, hein. Donc, on part de plus en plus jeune du village parce que justement, on va ailleurs faire des études, on va ailleurs travailler. Les cultures évoluent, se perdent même. Donc, l'aspect traditionnel est en train de comment dire d'évoluer. Donc on évolue comme tous les pays. On devient de plus en plus individualiste. Les familles deviennent de plus en plus nucléaires. Donc on devient de plus en plus comment dire occidentalisé quelque part. Occidentalisé quelque part. Donc, constater un peu dans les villages, on voit de plus en plus de personnes qui partent et des larraux, des maisons qui se retrouvent vidées de leurs habitants et des personnes âgées qui se retrouvent de plus en plus seules. Parce qu'il faut gagner sa vie, il faut améliorer son cadre de vie. Donc, le côté économique prime sur la solidarité entre générations,
je pense qu'on est devenu très matérialiste, comme partout dans le monde. Donc, les Comores, la société comorienne n'y échappe pas. Et la solidarité, maintenant, c'est plus est plus basée sur l'argent. Donc, l'argent aussi qui permet d'avoir le pouvoir. Et cet argent vient contrebalancer le pouvoir du chef de famille traditionnel, hein, qui n'a peut-être pas beaucoup d'argent. Donc, oui, voilà. Aux Comores, j'ai essayé, je veux dire, je vais pas avoir la prétention d'avoir proposé une prise en charge adaptée. Donc, pour cette expérience, ça a été un vrai défi parce que il n'y a pas de structure dédiée à la prise en charge de la démence aux Comores. Donc, ce qu'on nous apprend lorsqu'on étudie la psychologie et ce qu'on nous apprend lorsqu'on effectue nos stages, c'est que la prise en charge de la démence ne peut pas être effectuée par un seul professionnel. Donc, je me suis retrouvée aux Comores seule, sans d'autres professionnels avec lesquels rien que pour poser un diagnostic. Hein. Donc moi, ce que je faisais, c'est plutôt prendre en charge les personnes qui avaient des pathologies qui n'étaient pas trop lourdes. C'est-à-dire que, par exemple, pour une personne qui serait vraiment dans une démence très très intense, qui aurait besoin d'une prise en charge psychiatrique, hein, parce que il faut distinguer la prise en charge psychiatrique de la prise en charge psychologique. La prise en charge psychologique demande des prérequis. Donc, il faut une personne qui est capable de se poser, de parler, d'essayer d'avoir accès à ces représentations, de mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Du coup, on l'aide à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Mais il y a des pathologies qui nécessitent une prise en charge médicamenteuse qui vient en parallèle d'une prise en charge psychiatrique et psychologique. Donc c'était très difficile. Donc il m'est arrivé d'avoir des personnes orientées par des médecins. Donc dans ce cas-là, c'était pas mal parce que les médecins pouvaient effectuer une prise en charge psychiatrique, donc médicamenteuse, et moi je complétais par les thérapies. Et en plus, il faut savoir que ce sont des médecins généralistes, donc ils sont quand même investis dans la prise en charge de la démence, hein, ce qui est quand même très courageux, je trouve, hein, parce que c'est pas facile. Et les obstacles que je rencontrais, c'était à ce niveau-là, mais aussi au niveau des familles et des personnes que je prenais en charge. Parce que ce qui était difficile à faire comprendre, faire prendre conscience, c'est qu'une prise en charge psychologique nécessite énormément de temps. Donc, énormément de temps, ça peut aller de quelques semaines à plusieurs années. Et ça, c'est pas encore rentré dans les mentalités. Donc, quand ça fonctionnait assez rapidement, les personnes se disaient bon, je vais mieux, du coup j'arrête. Et quand c'était long, là, c'était un peu plus difficile à maintenir dans la durée. Par exemple, j'ai eu à prendre en charge des phobies. Donc, j'ai une phobie qui a disparu au bout de 3 séances. Là, c'était génial. Mais j'ai eu aussi des phobies qui ont mis des semaines et des semaines. Et dans ce cas-là, les patients ne venaient plus. Et je peux comprendre aussi parce que ça nécessite quand même un effort de venir, mais aussi ça nécessite un effort
aussi matériel et financier. Donc, il faut se déplacer vers Moroni, il faut avoir de quoi payer un taxi et de quoi payer la professionnelle. Donc, c'était très, très difficile. Et je pense que il faut s'y pencher parce que la démence, c'est un problème de santé publique aujourd'hui aux Comores. Hein. Et on le voit dans nos villages et même dans les grandes villes comorones.